Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, en parler à tes proches, et si tu as envie de me soutenir et de ne rien louper du podcast, abonne-toi. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le témoignage d'Andrea, une expatriée pas comme les autres. Je vous laisserai découvrir son histoire. Et vous allez voir, c'est un témoignage très authentique, très nature-peinture. On entend même les coqs dans son jardin. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Andrea, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs dans un premier temps, s'il te plaît. Oui, avec plaisir, Clotilde. Je m'appelle Andrea Vinsonneau, j'ai 31 ans. Je vis au Laos et je travaille pour une agence de voyage. En fait, j'ai passé quasiment toute ma vie en Asie du Sud-Est. On est arrivé avec mes parents quand j'avais 2 ans en Thaïlande. On a un peu vécu sur Bangkok, donc la capitale, et ensuite on a déménagé dans le nord, à Chiang Mai. Donc pour moi, Chiang Mai, c'est vraiment ma ville d'enfance en fait. J'y retourne régulièrement et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, on a déménagé au Laos, à Luang Prabang, quand j'avais 12 ans. En bref, ça fait quasiment à 2-3 ans près, quand je suis repartie en France, que je vis à Luang Prabang depuis tout ce temps. Quand est-ce que Donc, tu es rentrée en France? je suis partie en France entre 2010 et 2012 pour travailler et un peu pour voir comment, comment est-ce que c'était la vie en France. J'avais ma mère aussi à l'époque qui avait un peu besoin de soutien, donc il y avait un petit rapprochement familial à faire. Et c'était vraiment extrêmement enrichissant et j'ai gardé des amis que j'aurai probablement toute ma vie. Donc ouais, je suis très attachée aux deux continents en fait pour des raisons très différentes. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à être en Asie aussi jeune? C'est le métier de tes parents peut-être? Voilà, alors en fait mes parents ils sont partis de la France il y a bien longtemps, il y a presque 37 ans maintenant. Et ils travaillent dans l'hôtellerie et la restauration. Donc mon père principalement cuisinier et ma mère elle travaillait donc en tant que bartender et serveuse. Donc ils travaillaient principalement dans des hôtels et des resorts et ils sont partis notamment aux Antilles à Saint-Martin. Donc en dom-tom et ensuite ils ont décidé de venir en Asie du Sud-Est pour avoir quelque chose de complètement différent. Ils avaient entendu dire qu'élever un enfant aussi en Asie du Sud-Est, c'était quand même assez facile parce que c'est des endroits qui sont très sécurisés. En fait, en quelque sorte, tout le monde s'occupe bien des enfants. Donc, ils ont décidé de déménager en Asie du Sud-Est. Donc, à ce moment-là, j'avais aucun choix. Quoi. Je veux dire, je suis mes parents. Mes parents ils décident d'aller à Chiang Mai, je vais à Chiang Mai, etc. Mais après, j'ai quitté le Laos pour un court moment et ensuite j'ai décidé par moi-même, pour mes propres convictions, de revenir vivre au Laos. Voilà. Donc tu as fait tout ton parcours scolaire en Asie du Sud-Est. Comment ça se passe l'école en Thaïlande et au Laos? Il y a beaucoup de choix maintenant. Bon, notamment en Thaïlande, il y a encore plus de choix. Donc, il y a bien évidemment l'école française de Bangkok, qui est rattachée au ministère de l'Éducation française. Donc, par exemple, si tu pars en Thaïlande, travailler en Thaïlande pendant quelques années et ensuite revenir, ils recevront comme un parfait équivalent. Euh, et à Chiang Mai, en revanche, il n'y avait pas d'école française, donc j'étais dans le système américain. Il y a beaucoup d'écoles internationales aussi en Thaïlande, donc qui offrent soit le cursus américain ou le cursus british. Au Laos, en revanche, il y a un peu moins de choix, mais il y a quand même une école française à la capitale, à Vientiane. Il y en a une à Luang Prabang qui va bientôt être reconnue par le ministère. Ce qui veut dire aussi que les Français qui vivent à Luang Prabang, qui ont leurs enfants
dans cette école et qui ont des difficultés financières peuvent aussi demander pour des bourses. Et notamment quand leurs enfants retournent en France et commencent le système universitaire. Donc c'est une excellente nouvelle pour la communauté ici. Et oui, sinon, il y a toujours le choix des écoles internationales qui sont en fait les plus répandues. OK. Ça veut dire que tu avais des cours en anglais, en français, les 2. Est-ce que tu as appris le thaï et le lao ou pas du tout à l'école? Et disons que la langue du pays, on l'apprend toujours un peu malgré soi, je pense, dépendant bien évidemment des rapports qu'on a en dehors du cadre familial. Euh, Aussi, bon, peut-être aussi, j'ai commencé moi à apprendre le thaï avec ma nounou en Thaïlande et aussi avec des copines et des copains que j'avais dans le même quartier que moi avec lesquels j'ai joué tous les après-midi. Donc ça vient un peu automatiquement. Et après, dans le système scolaire, ben, anglais, américain automatiquement et puis français avec papa et maman à la maison. Il y a le coq aussi qui nous fait un petit concert. Ah ben ouais, on vit dans un quartier, on est à 1 minute de l'aéroport de Luang Prabang, mais honnêtement, c'est animé, hein. Des fois, il y a des chèvres qui passent, les coqs, les poules, ça c'est automatique. J'ai aussi 2 chiens. Là, les enfants sont sortis de classe, donc il y aura peut-être un peu des enfants aussi. C'est la vie à la campagne ou à la ville finalement quand on habite à Lampavant? Ben, là, en fait, on aurait l'impression que c'est la campagne, mais on est encore en ville. Et on est dans un quartier résidentiel laotien principalement. Euh, Mais voilà, on est entouré de maisons résidentielles, on n'est pas loin du Mekong. Mais en fait, on est à 10 minutes, même pas 8 minutes à moto du centre-ville, hein, du centre historique. Et toi, C'est, tu parles laotien couramment? oui, je parle le laotien couramment, le laotien, le thaï couramment. Disons que je pense que c'est un peu de la triche parce que vu que j'ai grandi ici, en fait, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Quand on est enfant, on récupère, on apprend les langues un peu comme une éponge. Donc, sans le savoir, on apprend une langue. Et donc, ouais, j'ai pu vraiment avoir un bon niveau de laotien. Après, ça reste, c'est comme le français. Je pense que c'est toutes les langues, on continue à apprendre toute notre vie, des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des expressions qui changent tout le temps par rapport au mode. Donc c'est un apprentissage continu quand même, quoi. Faut pas rester sur ses acquis. Et est-ce que tu l'écris également? Absolument pas. Je suis une tricheuse. C'est vrai? Ouais. Je pense que c'est un peu une partie dont j'ai honte. Donc j'ai commencé avec le Covid, là, j'ai commencé un peu avant le Covid en fait, j'ai commencé à apprendre l'alphabet. Euh, je suis pas très bonne, mais j'arrive à décoder quelques trucs. Et c'est mon copain qui m'apprend, donc mon copain il est laotien, mais je dois avouer que c'est pas un très bon prof non plus, donc ça aide pas les choses. Mais c'est un projet en cours. D'apprendre à lire et à écrire couramment le laotien, c'est un projet en cours. D'accord. Et tu maîtrises par contre le français et l'anglais écrit, lu et parlé Oui, ça couramment? encore ça Oui. va. OK. Le français, l'anglais, ça va. Normalement l'espagnol aussi en théorie, mais c'est un peu rouillé. Waouh! Et est-ce que d'avoir autant de bagages au niveau linguistique, ça t'aide dans ta vie quotidienne et professionnelle? Oui, je pense que, enfin, honnêtement, Chloé, je suis convaincue que le plus de langues une personne connaît, le mieux ça peut l'aider à voyager. Après, il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont là. Il y a Google Translate, etc. Il y a des applis dans lesquelles tu parles, qui traduisent directement. Mais quand on apprend une langue, on apprend aussi en fait toutes les couches. Euh, Disons qu'on peut aller plus en profondeur que juste la couche superficielle en fait d'une culture, d'une société. Euh,
Donc là, par exemple, actuellement, je suis en train d'apprendre aussi le chinois, partiellement. Donc c'est un peu... j'avais une prof de chinois qui était là actuellement. Elle a dû repartir en Chine à cause du Covid. Mais on a commencé à apprendre ensemble et ça ouvre vraiment les portes d'une culture, d'une civilisation, d'une histoire, des religions, des gens qui y vivent, qui y vivaient auparavant. Donc ça apporte toute une autre dimension en fait à un pays, d'apprendre la langue. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier actuel? Je travaille pour une agence une agence DMC, donc qui s'appelle Exo Travel. On est dans 9 destinations différentes d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille pour eux. Et en fait, je m'occupe de plusieurs départements, notamment tout ce qui est développement produit, relations fournisseurs, hôtels, partenaires, et aussi les relations donc avec les agents qu'on a en Europe, qu'on a à l'étranger. Donc par exemple, si tu réservais un voyage avec, je sais pas moi, une maison du voyage en France, ils nous contacteraient ensuite nous en tant que contact sur place local. On est spécialiste de nos pays. D'accord, Voilà. donc tu peux conseiller, des itinéraires ou des voyages, pour des agences, françaises, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis aussi, je pense que la partie la plus intéressante aussi, enfin qui moi me plaît le plus, hein, c'est le développement produit. Donc c'est créer en fait des nouvelles expériences. Un peu, c'est le département où tu arrives à recréer les liens en fait entre les locaux qui sont là et qui ont un potentiel à partager leur vie, leur quotidien, leur savoir-faire, et créer ce lien-là avec des gens qui viennent de l'étranger et qui veulent découvrir le Laos euh, de manière authentique, véritable et équitable. Et finalement, ton métier, il a un lien profond avec ton histoire. Euh, oui, un peu beaucoup, oui. En fait, je pense qu'une des raisons principales pour laquelle j'ai été employée, ça fait aussi partie un peu de la philosophie de cette entreprise. C'est que je n'avais aucune expérience en tourisme, mais j'avais vécu de nombreuses années au Laos. J'avais un réseau, je connaissais des locaux, je connaissais des propriétaires d'hôtels, etc. Donc, par le biais, bien évidemment, de mes parents, j'avais un réseau, mais aussi donc mon propre réseau personnel. Est-ce que tu as fait des études, spécifiquement pour ce métier ou pas? Non, en fait, moi, je me suis arrêtée à un bac ES. Donc, ça peut être un peu surprenant parce que maintenant, je suis quand même à un poste de direction importante pour le pays, avec des responsabilités, etc., des comptes à rendre autant à mes patrons qu'à mes collègues de travail. Mais non, j'ai fait aucune étude au niveau du tourisme. Bon, c'est un peu atypique pour la France, mais ça dépend aussi de nos objectifs. Enfin, dans mon cas, disons que j'étais plus intéressée à voyager et à découvrir le monde et à passer du temps avec mes copains que de faire des études. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'aimerais juste partager que je pense que le système, disons le système français est très à cheval sur le système éducatif, en disant que bon voilà, c'est vraiment il faut faire des études, il faut faire un plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et maintenant on est face à un problème assez évident, c'est que juste parce qu'on a un diplôme, ça ne veut pas dire qu'on a un travail, un métier, quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Euh, Disons que travailler à l'étranger, il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. J'ai l'impression que dès qu'on sort un peu de l'Europe et qu'on vient en direction de l'Asie, et notamment dans ma boîte, je connais plusieurs personnes dans mon cas aussi, les gens sont plus regardants par rapport à nos passions et à ce qu'on a vécu
au diplôme. Bien sûr, avoir un diplôme, c'est très bien parce que c'est une preuve de connaissance et de savoir. Mais disons que le théorique, c'est une chose et le pratique aussi, c'est quand même une énorme valeur. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends carrément ce que tu veux dire. Entre nous, je trouve ça magnifique et je trouve ça hyper bien, en fait. Qui de mieux pour conseiller comment voyager, au Laos que quelqu'un qui a grandi et qui connaît, la vie là-bas et qui, en plus, parle plusieurs langues et donc peut s'adapter à plusieurs publics. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Et alors, au niveau, culturel, concrètement, comment ça se passe quand on vit au Laos? Est-ce qu'il y a des différences marquantes avec la France, bien que tu n'y aies pas grandi? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont fait que tu as dû t'adapter? Ou est-ce que pour toi, c'est tout à fait normal puisque tu y baignes dedans depuis l'âge de 2 ans? Disons que de sûr, hein, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai toujours vécu ici, donc je comprends les différences culturelles. Et disons, ces différences seront un peu plus choquantes pour des gens qui viennent pour la première fois en Asie. Je vois par exemple d'autres personnes qui vivent ici que depuis 1 an ou 2. C'est rare qu'il y ait des choses qui soient vraiment choquantes et déstabilisantes. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a vraiment extrêmement déstabilisé dans ton voyage au Laos, mais les gens sont tellement doux ici qu'ils font tout pour que les étrangers se sentent à l'aise. C'est un peu, c'est, c'est un art de vivre, quoi. C'est un lifestyle. Il faut, quand on reçoit des étrangers au Laos, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur offre un verre à boire, on leur demande s'ils ont mangé, et puis on essaie de les mettre à l'aise. Euh, Donc, non, bien sûr, il y a toujours euh, une adaptation. Et je pense que dans beaucoup de cas de personnes que je connais ici qui sont là depuis pas très longtemps, ils se sont adaptés. Ils ont eu une très grande facilité d'adaptation. Euh, mais je pense, en toute honnêteté, que être 100% intégré, c'est impossible. Parce que il y a le cadre familial dans lequel on a grandi. Donc moi, même en étant ici, j'ai été élevée avec un papa cuisinier provençal et une maman de Strasbourg. Il y a des résidus, il y a des préférences culinaires. Le palais se développe pas de la même manière. Je veux dire, moi, j'aime pas trop le sucré, j'aime pas trop ces mélanges-là. J'adore le fromage. Enfin, donc il y a encore ce cadre familial qui nous influence. Il y a le cadre aussi scolaire. Donc les amis qu'on a à l'école, peut-être qu'il peut y avoir une influence un peu multiculturelle et internationale. Des Américains, Indiens peut-être. Voilà, donc ça devient un peu un melting pot. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi qu'une intégration à 100% est impossible parce que déjà, premièrement, ce serait un peu renier d'où on vient. Et deuxièmement, les locaux te verront jamais comme une locale à 100%. Pour la simple raison, c'est que tu n'as pas la même couleur de peau que eux ou peut-être que tu n'as pas le même vécu qu'eux. Tu n'as pas grandi au Laos, tu n'es pas laotien, tu n'as pas la nationalité laotienne. Peut-être que tu t'es converti au bouddhisme, mais est-ce que tu le comprends de manière aussi profonde que si tu étais né dans une famille bouddhiste? Mais c'est pas une mauvaise chose parce que, comme je disais, on est un melting pot de toutes les influences qu'on a eues et toutes les personnes qu'on a rencontrées. Je suis pas juste française et laotienne, je suis un peu un mélange de tout ce. Je me considère plutôt comme une citoyenne du monde et à comprendre un peu cette dimension-là que juste une franco-laotienne peut-être pour certains. Alors justement, on parlait de franco-laotienne. Est-ce que tu as la citoyenneté laotienne? Quel est ton statut dans le pays? Je pense qu'on peut appeler ça immigré. J'ai un contrat annuel et un visa donc qui vient avec mon travail.
avec une autorisation de résidence et une autorisation de travail. Donc, c'est deux autorisations différentes et un visa qui est un visa annuel, un visa business. Après, il y a la possibilité, vu que ça fait plus de 10 ans que je vis au Laos, je pourrais postuler pour une demande de résidence à durée indéterminée, mais ça c'est en cours. Quels sont tes projets à long terme? Tu souhaites rester au Laos toute ta vie? Je pense, oui. Ça a l'air bien parti pour. Disons que déjà au niveau professionnel, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. L'entreprise pour laquelle je travaille, j'y suis très attachée aussi. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer au niveau touristique et au niveau tourisme responsable au Laos. L'objectif un peu, c'est de montrer, enfin d'apporter au Laos une plus grande visibilité touristique. Donc on est un peu écrasé entre la grandeur de la Thaïlande et du Vietnam. Et moi, en fait, à la fin de la journée, mon objectif, c'est de faire découvrir le Laos. Donc, à ceux qui n'y sont pas venus, à ceux qui ont encore jamais entendu parler du Laos, à ceux qui sont sur place et à ceux qui voudront revenir. Voilà. Mais Donc, justement, est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent au sujet du Laos pour leur donner envie de venir visiter le Laos et de peut-être s'y installer? oui, ben, disons que avec la conjoncture et toute la situation, le problème qu'on vit du Covid-19, le Laos a eu 0 mort. On a eu beaucoup de chance et on a eu que seulement 9 cas qui ont été déclarés. Et ces 9 cas sont maintenant sortis de l'hôpital. Donc je pense qu'en pensant un peu à l'avenir et la manière dont le tourisme mondial va s'adapter à cette récente pandémie, des pays safe comme le Laos et des pays où il y a eu très peu de morts, voire aucun mort, je pense devraient être des priorités. Donc les gens, ils vont plus, enfin en théorie, hein, je dis, c'est possible que les gens ne veuillent plus trop être dans des endroits trop peuplés ou trop passer de temps dans des mégapoles, être dans des pays qui soient un peu plus calmes, qui soient un peu plus à l'écart. Et le Laos, c'est exactement ça. Le Laos, c'est un pays avec seulement 7 millions d'habitants. On a des superbes montagnes, des paysages extraordinaires, la forêt, la plaine, des sites classés à l'UNESCO. Et en même temps, on propose un service de qualité pour le tourisme du 1 étoile jusqu'au 5-6 étoiles. C'est un pays qui est extrêmement simple, en fait, et qui est très charmant. Et souvent, les gens ils disent que le Laos, c'est un peu comme une surprise en fait. Les gens savent jamais trop à quoi s'attendre et souvent c'est une belle surprise. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns des sites classés à l'UNESCO? On en a 3 maintenant au Laos, officiels, inscrits et reconnus. Donc la ville de Luang Prabang, qui est une ville entièrement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des anciens quartiers qui datent de l'époque coloniale française. On a ensuite la Plaine des Jarres, qui est un site mégalithique assez mystérieux qui a été créé. Donc, c'est des jarres qui ont été faites en pierre, qui datent de plus de 5000 ans, mais qui sont un peu une fonction assez mystérieuse et une civilisation qui est encore à être découverte. Donc, super pour les gens qui aiment les vieilles pierres. Et ensuite, dans le sud, juste un peu avant la frontière cambodgienne, on a le temple pré-angkorien Wat Phu. Donc, c'est-à-dire que c'est un temple qui est antérieur à Angkor Wat au Cambodge. Et donc, qui avait une très grande importance d'ailleurs pour les rois angkoriens quand ils sont descendus plus vers le sud. Donc, c'est vraiment une très belle pièce architecturale aussi et superbe endroit pour les gens qui aiment les vieilles pierres. Et donc toi, tu vis à Luang Prabang, donc tu vis dans une ville classée. C'est la C'est classe, ça, hein. c'est la classe.
On OK. vit pas, je ne vis pas exactement dans le centre classé numéro un, on va dire. Il y a plusieurs zones, mais je suis une zone où il est interdit de construire des maisons à plus de 2 étages, par exemple. Donc il y a vraiment des règles à suivre au niveau de la construction, de la décoration, même des couleurs des façades des commerces et des maisons qui doivent être en ligne avec les attentes, les demandes de l'UNESCO. Andrea, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être elles aussi envie de se lancer dans l'aventure, d'une vie, à l'étranger et particulièrement au Laos? Le premier conseil que je donne à toute personne qui veut s'expatrier, c'est n'ayez pas peur, même si vous avez une famille, même si vous avez des enfants. Au contraire, ça peut être que mieux pour eux. Et puis, apprenez comment dire, euh, à respecter les coutumes du pays qui vous accueille. Parce que après tout, c'est un pays qui est bien, enfin, qui accepte bien qu'on soit chez eux. Donc, il faut se souvenir de ça. Respecter les gens, respecter les coutumes, même si ça va des fois à l'encontre de nos propres convictions. Beaucoup de personnes aussi font du télétravail maintenant. Peut-être que ça va rester dans l'état d'esprit des entreprises. Donc, bon, qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler pendant 3 mois à Luang Prabang, euh, à continuer à travailler en même temps tout en profitant le week-end de la ville dans laquelle tu es. Tout à fait et tu disais tout à l'heure que, qu'il fallait pas hésiter à s'expatrier, avec des enfants. Toi, qu'est-ce que tu dirais à tes parents aujourd'hui, du fait de t'avoir, emmenée avec eux alors que tu étais, toute petite? Hmm. C'est une question intéressante, ça, je me la suis jamais vraiment posée. Euh, moi, je suis extrêmement reconnaissante en fait qu'ils aient fait ça. Je suis extrêmement reconnaissante que mes parents ils aient pris ce risque, en quelque sorte, surtout que c'était dans les années fin 80, début 90. C'était pas très commun de voir une petite blondinette avec des boucles en Thaïlande. Ils ont vraiment pris un risque et ils ont dû avoir des temps difficiles et probablement des temps de doute, euh, comme on en a tous probablement quand on déménage d'une ville à une autre, même juste en restant en France. Mais je suis extrêmement reconnaissante qu'ils aient fait ça pour moi. Parce que ça n'a pas toujours été facile, notamment pour des raisons d'adaptation, d'intégration, etc. Mais je les remercie. Super. Mmh. Et pour finir, donc, on va faire ce que moi j'appelle, une petite interview, dans l'interview. Donc je vais te poser 4 petites questions et tu vas essayer d'y répondre, spontanément. Ok. Alors, la première, c'est quel est ton endroit préféré dans le monde? Euh, Mon lit. Le lit peut être n'importe où dans le monde, mais tant que j'ai un lit et que c'est le mien, je suis super heureuse. C'est le seul endroit où j'arrive à me ressourcer, donc mon lit, definitely. On l'avait jamais faite celle-là. C'est trop énorme. OK. Quelle est ta meilleure découverte culinaire au Laos? Ah, il y a un plat que ma belle-mère m'a fait il n'y a pas longtemps, extraordinaire. C'est un lap. Donc le lap, c'est un peu un équivalent de ceviche à la laotienne, avec plein d'herbes fraîches, de la menthe, de la citronnelle, du piment, euh, du citron, etc. Et donc ça peut être à la viande, au canard, au bœuf, au tofu pour les végétariens. Et là, en l'occurrence, c'était avec des œufs de fourmi rouge. Et c'est assez extraordinaire. Des œufs de fourmi rouge. Des œufs de Je ne fourmi savais pas que ça rouge. se mangeait. Ouais, ouais, ouais. Donc pas toutes les variétés d'œufs de fourmis sont comestibles, mais celle-ci en question, et ça a vraiment un côté acidique en fait. C'est un peu comme, ça a le côté claquant comme les œufs de lump, tu vois. Oui. Mmh. Voilà, donc ça a ce côté un peu claquant, œuf de lump, un peu caviar, et c'est plein de protéines. Euh,
Et c'est vraiment extraordinaire. C'est un plat très raffiné pour les anciens rois du royaume de Luang Prabang. C'est vraiment rare. C'est pas quelque chose que tu pourrais avoir dans un restaurant, par exemple. Ça dépend de la saison aussi, parce qu'il faut quand même trouver le dit de fourmi. Et puis, je pense qu'il y a un côté un peu héroïque aussi pour celui qui a pris l'œuf de fourmi, parce que ça doit pas être agréable. Waouh. Ah, merci pour cette découverte. Merci. C'est ma dernière découverte aussi, et honnêtement, j'en suis folle. Ok. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire au Laos? J'étais dans le nord de Luang Prabang, à peu près donc il faut prendre 2 heures de route au nord de Luang Prabang et ensuite à peu près 1 heure de bateau. Donc c'est un village qui s'appelle Mong Noi en bord de rivière, super mignon avec une falaise juste en face. Il y a plein de petits bungalows pas très chers avec des hamacs, tout ce qu'il faut pour lire un bon livre. Et j'étais là-bas avec mon compagnon et on était chez des amis à nous, chez qui on va régulièrement. Et je vais dans la cuisine, etc. Puis je commence à regarder un peu ce qui est en train de se faire pour le dîner, si je peux me rendre service. Et je soulève un couvercle et là je vois des truffes de porcelet qui baignent dans une soupe indescriptible. Et en fait, il s'avérait que c'était des fœtus de porcelet. Oh mon Dieu. Ouais. Et ça, je peux te dire que je ne l'ai pas mangé. Déjà, j'étais en état de choc quand j'ai vu ça. Euh, mais en fait, ce qui s'était passé, j'ai appris l'histoire derrière parce qu'au Laos, bon, on tue les animaux dont on a besoin de manger. Et en fait, le voisin avait tué une femelle et il s'était pas rendu compte qu'elle était enceinte. Donc, et puis les Laotiens, c'est pas des gens qui gaspillent. Donc, ben, ils mangent tout et même les fœtus. Donc, Waouh. Ok. Et ouais. est-ce que ceux qui en ont mangé ont bien aimé ou pas du tout? Oui, ils ont aimé, oui. Oui, ils ont trouvé ça très très fin. Euh, Ils ont insisté, mais je leur ai dit qu'il n'y avait pas moyen, que c'était pas dans le package. Ouais. Je crois que chacun a ses limites. Est-ce que là, on peut dire que c'est ton côté européen qui ressort ou pas? Oui, il y a probablement un aspect éthique. Je mange pas tous les animaux, je mange pas d'animaux sauvages, je mange pas. Euh, voilà, c'est le fœtus, c'était un peu limite, quoi. Je sais pas. Je crois que j'étais un peu prise, un peu. euh, J'avais pas été préparée psychologiquement à ça, et Oui. je pense que je ne suis pas encore prête à manger du fœtus. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Une anecdote qui s'est passée au Laos, si possible. Euh, je pense que des anecdotes sur le Laos, il y en a beaucoup. Euh, Notamment une qui est vraiment une des classiques, on va dire, c'est le fait que les Laotiens boivent la bière avec des glaçons. Donc ça, c'est toujours l'instant un peu choc pour les Français ou pour les Allemands. Ah, on met pas de glaçons dans la bière. Mais bon, figure-toi qu'on s'y habitue très facilement. Euh, et il fait tellement chaud ici que tu es bien content d'avoir une bière fraîche pleine de glaçons. Oui, oui, Ah, oui, oui. Je m'y suis habituée aussi très très vite. Ça m'a jamais posé problème d'ailleurs. Tellement j'avais chaud. t'as dit ça. Et il y a aussi, bon, il y a aussi des anecdotes de conduite parce que bon, ça m'est arrivé de voir des touristes qui étaient choqués de voir des petits jeunes qui ont 13-14 ans et qui sont en train de conduire une moto avec leur petite sœur derrière. Bon, ça, c'est vrai, j'avoue, euh, ça peut être surprenant. Ici, déjà, on a beaucoup de motos, beaucoup plus que de voitures. Et c'est vrai que bon, ben, l'âge minimum pour la conduite à moto, c'est quand tu as appris à conduire. T'attends pas d'avoir le permis. Si tu l'as un jour, parce que de toute façon, personne ne te le demande. Donc, le problème est réglé. Toi-même, tu conduis une moto? Oui, moto, voiture, grosse moto. Il manque plus que bateau aussi. Il me manque plus que avion et hélicoptère maintenant. Oh, je le savais, mais j'avais envie que tu nous dises que tu conduisais une moto parce que je trouve que
Je sais pas, je trouve que pour une femme, c'est un peu ouf de se dire que tu te déplaces au quotidien en moto. Enfin, en tout cas, je me souviens de nos sorties avec les filles, avec Amy et puis je sais plus, une autre de tes amies. On était sorties toutes les quatre en moto pour aller dîner et j'avais trouvé que ça faisait très girl power. Oui, ben surtout quand on commence à sortir les gros cylindrés, là, les garçons, ils ont les yeux qui sortent des orbites, hein, c'est sûr, hein. C'est effet immédiat. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview et de sa durée classique telle que vous le connaissez, mais avec Andrea, comme vous avez pu le comprendre, nous nous sommes rencontrés lors de mon voyage au Laos, un voyage que je faisais à moto, d'où la question de la moto et du girl power. Et maintenant, j'aborde avec elle un sujet un peu plus intime, celui du couple, si vous souhaitez rester pour en savoir un peu plus au niveau de sa vie sentimentale et amoureuse, notamment avec un Laotien et de ce qui est légal de faire ou non dans le pays, eh bien vous êtes les bienvenus. Et ça continue. Tu es en couple au Laos avec un Laotien. En termes de légitimité de couple, comment ça se passe? Comment c'est vécu par le pays? Alors oui, on est en couple, ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble avec lui. Et disons que légalement parlant, officiellement, les autorités laotiennes demandent à ce qu'on soit mariés. Disons que maintenant, avec le temps, les, les règles se sont un peu assouplies. Enfin, les règles officieuses sont un peu assouplies. Donc, du coup, on a ce qui importe actuellement, c'est que le chef de village donc nous reconnaît en tant que couple, accepte qu'on vive sous le même toit dans son village dont il gère. On a aussi la bénédiction, bien évidemment, de sa famille et de la mienne. Donc, en fait, c'est un arrangement officieux et du coup, on n'est pas vraiment dans l'obligation de se marier. Après, j'aimerais bien ajouter que le fait que je sois une femme occidentale et lui, l'homme asiatique, ça aide beaucoup aussi, parce que dans l'autre sens, c'est pas la même histoire. Et pourquoi ça? C'est une question culturelle. Je pense que c'est aussi un aspect où bon, les hommes laotiens vont avoir l'impression qu'en fait les occidentaux, les hommes occidentaux leur prennent leurs femmes, etc. Donc ils sont ils sont plus protecteurs. Par rapport à ça, je pense qu'il y a un aspect aussi de trafic humain qui est mis en question de l'authenticité en fait de leur relation et de leur amour pour éviter en fait qu'il y ait des femmes laotiennes qui soient trafiquées en Europe ou aux États-Unis, etc. Alors que bon, pour les hommes, si un homme laotien a une compagne occidentale, c'est vu différemment. C'est vu différemment, c'est moins. Ils ont moins peur, ils sont moins protecteurs. Ok, bah c'est super intéressant en tout cas. Et toi, tu aurais pas envie de te marier? Je pense qu'on a le temps. Et je pense qu'on vit. Enfin voilà, sa famille est contente comme ça, elle est satisfaite. Nous, on est bien comme ça aussi. Je pense que aussi il y a l'aspect où un mariage au Laos, c'est un très gros investissement. Parce que si tu t'invites pas moins de 250 à 400 personnes, ton mariage il est nul. Donc on prend un peu notre élan pour ça. Je crois qu'on n'est pas encore prêt à envoyer les cartes d'invitation. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!